Salut tout le monde, troisième partie de nos systèmes radio-navigation. Aujourd'hui, on va parler de l'ILS, ILS pour Instrument Landing System. C'est l'avant-dernière partie de ce chapitre radio-nav. Donc, système d'approche ILS, ça comporte trois instruments. C'est une famille de trois instruments. Il y a le localizer, ce qu'on appelle le lock, le glide slope et le marker beacon. Localizer pour l'alignement latéral, donc une déviation de gauche à droite avec l'axe de la piste. Le glide slope pour notre déviation verticale, donc pour suivre une pente idéale pour arriver au seuil de la piste. Et le marker beacon qui nous donne une information, somme toute sommaire, de la distance par rapport au seuil de la piste. Les fréquences utilisées pour notre système ILS, donc on va syntoniser une fréquence lock, très important à retenir, c'est une fréquence localizer que le pilote peut retenir, peut syntoniser ou setter sur son radio. Ce qui est important de retenir ici, on se souvient que pour notre VOR, les fréquences VOR, c'était les fréquences de décimales, de dixièmes de décimales paires. Nos dixièmes de mégahertz impairs sont réservés pour notre localizer. Donc, les 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 et 0.9 jusqu'à 111.95 sont réservés pour nos canaux localizer. À partir de 112.00, on retourne à tous des canaux VOR. Donc, canaux décimal impair, canal localizer. Très important à retenir. De 108 à 111.95. Nos fréquences glide slope, eux, on ne peut pas les sélectionner, sont automatiquement syntonisées par notre localizer à l'intérieur du radio. Les fréquences sont de 329.15 à 335 MHz. J'exige pas que ceux-là soient retenus parce qu'on n'a aucun contrôle. Ni le pilote ni les techniciens peuvent choisir les fréquences glide slope. C'est automatique à l'intérieur du receiver ou de notre récepteur ILS. Notre marker beacon, les balises, eux autres, vont émettre à 75 MHz. Ils ont toutes la même fréquence porteuse. Ce qui va changer, c'est la tonalité. Je vous explique ça dans quelques minutes. Pour l'approche, bon, ça c'est des affaires de pilote, on s'en fout. Le localizer, en tant que tel, comme je l'ai dit tantôt, va nous donner une déviation par rapport à l'axe central de la piste. Le pilote veut savoir où se situer par rapport au centre de la piste. On va utiliser le même indicateur que le VOR et la même aiguille verticale. Le pilote va suivre son aiguille tout comme le VOR. Donc, dès qu'il y a une déviation, le pilote va avoir tendance ou va vouloir suivre son aiguille. Exemple ici, on a une aiguille à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'avion est à droite de la piste, donc le pilote veut faire un virage vers la gauche pour aller chercher le centre de sa piste. Même exemple ici, si j'ai une déviation à droite, notre aiguille représente la piste, le point représente l'avion. Ça veut dire que l'avion est à gauche de la piste. Le pilote va devoir faire un virage vers la droite pour aller chercher le centre de sa piste. Comment ça fonctionne? Je vais vous garder ça simple. On va garder ça à la base et juste point de vue familiarisation. On va avoir deux antennes différentes en bout de piste. On va émettre deux signaux, donc deux modulantes de 90 et 150 Hz de part et d'autre du centre de la piste. Et notre récepteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste mesurer la différence de profondeur de modulation. En simple, qu'est-ce que ça veut dire? Il va comparer, il va calculer la quantité de 90 Hz que le récepteur reçoit et la quantité de 150, il fait une différence. Cette différence-là, à l'aide d'électronique, va driver, va faire dévier mon indicateur, mon aiguille à l'intérieur de mon indicateur. Ce qu'il faut retenir, 90 Hz est à gauche de ma piste, le 150 Hz est à droite. Genre de question que je vais poser. Mon récepteur reçoit plus de 90 Hz que de 150 Hz. Où est mon avion? Donc, ça veut dire que mon avion, s'il reçoit plus de 90 Hz, il se situe à gauche de ma piste. Ça veut dire que mon indicateur va être à droite.
parce que le pilote doit faire un virage vers la droite pour aller chercher son centre de piste. Le genre de question que j'aime bien poser. Just say. Si je parle du glide slope, qui est le même principe, on va fonctionner sur le même principe, donc, sauf que, excusez, on va virer l'axe à 90 degrés. On veut avoir une déviation de haut en bas. On travaille donc dans l'axe vertical et on va utiliser l'aiguille horizontale dans notre indicateur. Et notre 90 Hz et notre 150 Hz sont un par-dessus l'autre. Si je prends les exemples ici de déviation, j'ai une déviation vers le bas. Ça veut dire que mon angle de descente, ma pente de descente idéale est en dessous de moi, est en dessous de l'avion, ce qui signifie que l'avion est trop haut. Parce que le pilote doit pousser sur ses commandes pour aller chercher sa pente idéale. Même chose ici. La ligne, l'aiguille est dans le haut. Ça veut dire que l'avion est trop bas. Le pilote doit tirer sur ses commandes pour aller chercher son angle d'approche idéal selon l'ILS. Même fréquence, 90 Hz et 150 Hz pour mes modulantes. Le récepteur, même principe que le lock, va mesurer la différence entre la quantité de 90 Hz et de 150 Hz. Le 90 Hz étant au-dessus, le 150 Hz en dessous. Et avec ça, on est capable de provoquer une déviation de notre aiguille dans notre indicateur. Finalement, les marker beacons, très simple. En passant, les marker beacons ne sont plus utilisés au Canada. Les balises au sol sont décommissionnées. Elles ne sont plus entretenues. Il y a plus grands avions ou pilotes qui vont utiliser les marker beacons parce que c'était très peu précis et les avions vont de plus en plus vite. Donc, pour les avions commerciaux et d'affaires, ça sert à peu près à rien. Donc, on a des 3 balises au sol à différentes distances de notre seuil de piste qui est ici. On a la outer marker, donc la balise externe, celle du milieu, la middle, puis la inner, donc la interne ou la plus proche de la piste, vont émettre des faisceaux très directionnels. Et dès que l'avion traverse ce faisceau, on va faire allumer un indicateur associé à cette balise. La inner, la outer et la middle, ils ont chacun leur couleur et ils ont chacun leur son ou leur tonalité bien précise. J'ai ici un exemple. La porteuse tout le temps à 75 MHz. Mon outer beacon ou ma balise externe va être à 400 Hz, donc une tonalité très grave. Celle du milieu à 1300 et celle la plus proche de la piste est à 3000 Hz. Les distances, on les a ici à titre indicatif. La plus loin est de 4 à 7000 nautiques, celle du milieu 3500 pieds et la inner est à 1000 pieds du seuil de la piste. Les indications pour la petite aviation, parce que c'est surtout eux autres qui utilisaient ce système, c'est intégré aux consoles audio, comme la KMA 24. On a nos 3 indicateurs. Et ici, marker, on a nos boutons de réception. On se souvient du chapitre de la console audio. Je peux donc recevoir le signal à travers les haut-parleurs de l'avion ou à travers mes headphones, tout dépendant de la sélection ici que je fais. Pour les plus gros avions, ici, j'ai intégré le marker beacon, mais c'est pas juste le marker beacon. Ici, exemple, j'ai mon radio-nav qui va être dans B avionique, qui va intégrer mon VAR, mon lock, mon glide slope, le radio du marker beacon, tout ça à l'intérieur du même unité, qui va être contrôlé par une tête de contrôle dans le cockpit, mais aussi par le FMS, mon Flight Management System. Je commence tranquillement à vous introduire les principes de avionique intégrée. Tout communique ensemble dans un gros avion, que ce soit un avion de transport commercial ou un avion d'affaires, un business jet. Le FMS va syntoniser pour le pilote les fréquences quand il y en a besoin. Le FMS, le plan de vol est dedans, donc on a toutes nos legs, on a toutes nos parties de vol. Le FMS sait quand changer les fréquences. Le FMS sait quand l'avion est en approche, peut être capable de changer les fréquences pour les fréquences ILS pour faire l'approche, etc. C'est couplé aussi à notre Flight Director puis notre autopilote. Et bien sûr, tout l'affichage IFIS est pris en charge dans un système d'avionique intégré comme ça.
Je vais développer un peu plus là-dessus à la dernière semaine de cours. Les antennes, on les connaît. On va faire un tour rapide de nos antennes radionaves. Sur un avion de transport, nos naves LOC ou VAR LOC sont de chaque côté de l'empennage. On va avoir ici notre glide slope en avant de l'avion, souvent en dessous du radome, et notre marker beacon ici, en dessous de l'avion, la genre de petite règle, environ de 1 pied, 30 cm. C'est notre antenne marker beacon. Challenger, on se souvient, glide slope est en dessous du radome, juste en dessous de notre radar météo. Sur les petits aéronefs, on a notre antenne VAR LOC sur l'empennage, antenne glide slope qui peut être en arrière du windshield ou du pare-brise. Et ici, on a un autre exemple d'antenne glide slope en forme de boomerang sur le dessus de l'avion. Sur le Cessna QIT, exemple qu'on mettrait, si on mettait l'antenne glide slope, elle serait ici, en dessous du pare-brise. Notre antenne VAR serait au-dessus de l'empennage. Tu fais cocasse, hélicoptère, antenne glide slope, juste en avant de l'avion, un bel anneau, belle place pour aller accrocher une strap, tirer l'avion. Ils doivent changer des antennes à côté, aux semaines, quasiment. Donc, si vous voyez ça sur un hélico, s'il vous plaît, c'est pas une place pour remorquer l'avion, c'est vraiment l'antenne glide slope. Vous allez me demander pourquoi une antenne glide slope sur un hélico. Ça va être plus les hélicoptères militaires, hélicoptères d'opération maritime, il faut qu'ils fassent des approches sur des plateformes de forage, sur des navires. Ils ont besoin d'un système de guidage malgré qu'ils font des atterrissages quasi verticales. Ils ont besoin d'un glide slope. Donc, voilà le pourquoi. Les tests, on va utiliser IFR 4000 souvent comme ça. La présentation est basée sur ce vieux test set-là que je n'utilisais même pas en laboratoire. On utilisait le IFR 4000. Je suis en train de préparer une petite présentation pour la partie laboratoire, comment fonctionne un test set pour ILS. Ça fonctionne exactement comme le VOR. Sinon, on peut utiliser aussi le VOR, le TIC 30D pour tester le lock et le glide slope. On a notre sélecteur de mode selon le radionav qu'on veut tester. On l'utilisait, on se souvient, pour le VOR. Aujourd'hui, on peut l'utiliser pour le lock ou le glide slope, ou les deux en même temps. On pourrait tester notre système ILS au complet. Et il y a la partie marker beacon aussi. Faut installer la bonne antenne avec la bonne longueur. On se souvient que ça fonctionne aussi avec la longueur d'onde. Donc, plus ma fréquence est élevée, plus mon antenne va être courte. J'ai mon sélecteur de fréquence ici. Dans le cas où on aurait deux équipes qui font deux tests simultanément, on veut pas que le test set de un vienne interférer avec l'autre. On note ici qu'on est dans les dixièmes de mégahertz impairs parce qu'on travaille sur une fréquence lock. Ici, j'ai ma fréquence associée glide slope et on se souvient que ni le pilote ni le technicien a un contrôle sur la fréquence glide slope. C'est automatiquement associé à l'intérieur du receveur, du récepteur, excusez. On peut simuler notre tonalité 10-20 Hz à l'intérieur, donc c'est la tonalité du code Morse que le pilote va entendre quand il sélectionne sur sa console audio NAV. Il va entendre le code Morse. S'il entend le code Morse, ça veut dire que son récepteur reçoit le signal et il peut se fier sur les informations de son instrument. On a la partie lock, on a la partie glide slope. Ici, je vous invite à regarder le delete. On peut enlever carrément le 90 Hz ou le 150 Hz de notre signal qu'on envoie à l'avion, parce que n'oubliez pas qu'avec un test set comme ça, on simule la station au sol. En enlevant soit le 90 ou le 150 Hz, qu'est-ce qui va arriver? Si j'enlève, exemple, le 90, ça veut dire que je reçois full 150 Hz. Donc, je simule que mon avion est carrément à droite de la piste. Je vais avoir une déviation complètement à gauche de mon indicateur. Mais qu'est-ce qui va se passer aussi? Ça sert à ça de faire ce test-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le VOR, si il manque un signal, si le signal n'est pas intègre, si l'avion reçoit quelque chose qui n'est pas complet, quel autre résultat je vais avoir dans mon avion? Ben, je vais avoir le flag rouge nav sur mon indicateur, indiquant au pilote, ton signal n'est pas parfait,
il manque quelque chose, il y a quelque chose qui fonctionne pas, tu ne peux pas te fier sur l'indicateur. Ça sert à ça ici, enlever un des deux composants du signal. Marker Beacon, très simple à tester. On a nos 3 markers, nos 3 tonalités de 400, 1300 et 3000 Hz. On peut les tester, les entendre dans l'avion ou on peut les simuler les 3 en même temps. Quand vous le faites sur l'avion, vous allez vous apercevoir que c'est très peu sensible comme système. Il faut vraiment être collé sur l'antenne de l'avion pour être capable d'entendre et de recevoir le signal du test set. Ça fait partie de la vie. Ça conclut le système ILS, donc d'approche de précision pour les approches, pour les atterrissages. J'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine ou demain, whatever, prochain chapitre qui va clore les radionavigations, donc DME. On se revoit à la prochaine. Merci beaucoup.